Bonjour à tous, Mathieu Toulza pour Sport Posture Conseil. Je vous retrouve cette semaine pour une troisième session FAQ, en l'occurrence donc des questions qui me sont les plus fréquemment posées sur les réseaux. J'ai décidé cette semaine de reprendre deux questions. La première aura trait aux préférences motrices et à savoir en gros, est-ce qu'une préférence motrice est modulable? Peut-elle être potentiellement changée tout au long de sa vie? Et la deuxième question, ce sera plutôt une question qui associera encore une fois les interactions qu'il y a entre les morphologies et motricité, mais pour le coup un peu plus sur le plan des observables. En gros, est-ce qu'une morphologie donnée est associée systématiquement à une motricité donnée? Est-ce qu'une manière de bouger suppose une forme de corps donnée? Voilà, c'est ça. Donc pour revenir à la première question, avant d'aller un peu plus dans le détail sur les préférences motrices, il faut peut-être définir ce qu'est une préférence en fait. À partir du moment où vous parlez d'une préférence, vous parlez du coup de potentiellement plusieurs choix, mais parmi tous ces choix, il y en a un avec lequel c'est comme une évidence. C'est ce qu'on appelle du coup une préférence. Pour que cette préférence puisse s'exprimer, encore faut-il que l'environnement dans lequel vous vous trouvez, le mouvement que vous souhaitez faire, le contexte dans lequel vous évoluez, soit favorable à ça. Quand on parle de préférence et de préférence motrice, on parle de quoi? Un système vivant, votre cerveau, mais même le cerveau de tous les systèmes vivants, que ce soit les animaux, que ce soit les humains, a pour objectif de subvenir à ses besoins primaires pour assurer sa survie. Donc pour assurer sa survie, il a besoin de bouger. Il sert à ça le cerveau, à gérer le mouvement. Et pour bouger, il sait faire beaucoup de choses, mais il a des préférences. On appelle ça des empreintes ou des signatures motrices. Et donc ces signatures motrices ou ces empreintes motrices sont complètement individu dépendants. Donc on est d'accord que tous les individus en moyenne ont 2 bras, 2 jambes, un corps, une tête. Jusque-là, on est à peu près d'accord. En revanche, la manière que chacun va avoir de superposer les différents étages de son corps par rapport aux autres, dans le mouvement, va être complètement différente. Et donc ça, l'ensemble, cette manière de faire, d'associer les différentes masses corporelles les unes par rapport aux autres, dans le mouvement, dans l'action, est propre à chacun. Et on parle du coup de préférence motrice. Une fois qu'on a dit ça, une préférence, je vous l'ai dit, ça suppose un contexte donné. Et si vous n'êtes pas dans ce contexte-là, parfois la préférence qui est la vôtre n'est pas adaptée, il va falloir faire autrement. Donc vous allez avoir potentiellement un deuxième, un troisième, un quatrième choix. Bref, différentes manières de faire qui seront complètement conditionnées par l'environnement dans lequel vous êtes, mais également par le degré d'énergie qui est le vôtre au moment où vous bougez, par l'intention qui est la vôtre au moment où vous bougez, et par les consignes auxquelles vous êtes confrontés, et enfin éventuellement par des problèmes musculo-squelettiques, des douleurs, ou des interactions, ou un stress, quel qu'il soit. Bref, tout ça va potentiellement façonner un petit peu la manière que vous avez de bouger. Et donc du coup, cette préférence motrice, qui est présente dès les premières semaines de la vie et qui vraiment s'exprime fort, on va dire, après plusieurs années, elle est vraiment bien ancrée en vous. C'est votre maison, c'est ce vers quoi vous allez tendre et ce vers quoi vous allez retourner quand vous avez besoin d'être facile et de consommer le moins d'énergie possible. Mais comme toute grande force, elle n'est pas inépuisable. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait arriver au bout de votre force et à un moment, si vous voulez continuer à bouger, soit va falloir changer votre manière de faire, donc bouger un peu différemment, soit vous allez continuer à insister dans ce qui est votre force, mais à un moment, vous allez développer des douleurs parce que votre force, elle est plus capable de produire le mouvement. Pourquoi? Parce que toute cette force, elle est programmée, elle est modulée et surtout, elle est mobilisée par des chaînes musculaires, c'est-à-dire des muscles qui travaillent ensemble. Et à un moment, ces muscles-là sont saturés parce qu'ils ne sont pas capables de continuer à fournir cette énergie, cette force de manière infinie. D'accord? Donc certes, parce que c'est une préférence, ça mettra beaucoup plus de temps à s'épuiser qu'une autre. Donc on parle d'efficience, c'est-à-dire c'est une capacité à fournir très peu d'énergie pour atteindre un objectif optimal, mais à un moment ou à un autre, ça peut quand même s'épuiser. Donc il faudra accepter de changer. Donc cette préférence motrice, c'est votre maison, c'est ce vers quoi vous allez retourner, mais des fois vous ne pourrez plus y accéder parce que vous êtes fatigué. Et si vous voulez continuer à bouger, vous allez faire autrement. Et c'est là que viennent apparaître ce qu'on appelle des préférences secondaires, des préférences tertiaires, quaternaires, peu importe le nom, en gros, des manières de bouger différentes. Donc quand vous regardez un individu, même sans être un spécialiste de la posture d'ailleurs, vous avez bien vu que selon les contextes des personnes que vous observez le plus dans votre quotidien, donc ceux qui vous sont proches, peut-être votre famille, peut-être des amis, peut-être vos compagnons, vos compagnes, votre cerveau a l'habitude, l'a vu des milliers de fois dans des contextes différents, et il se rend bien compte que vous êtes presque capable, rien qu'en les regardant, à leur manière de bouger, de voir s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, s'ils sont à l'aise, s'ils sont pas à l'aise. Ça veut donc dire que chacun a une signature posturale, a une signature motrice, et que des fois, il est amené à y déroger parce qu'il ne peut pas faire autrement. D'accord? Donc, on a une préférence motrice qui est une dominante et qui restera une dominante toute votre vie. Donc, une force
Vous avez deux mains, par exemple. Vous avez une main avec laquelle vous êtes plus facile pour faire des choses très pointues, très précises, et donc du coup avec laquelle il faudra durer pour pouvoir produire ce vers quoi vous voulez tendre. Mais parfois, vous allez chercher l'autre main, ce qui va permettre de reposer votre force pour des mouvements parfois un peu moins complexes, qui ne nécessitent pas une grande précision et qui permettent du coup, en travaillant avec votre main dite secondaire, de reposer votre force. Dans le mouvement, c'est pareil. Certains vont aimer majoritairement se déclencher, se bouger, se mettre en action en projetant leur masse haute vers l'avant. Et puis d'autres vont aimer plutôt produire un peu plus d'ancrage, un peu plus de flexion, mettre leur masse plutôt sur l'arrière en y allant de manière plus progressive. Et ceux-là, du coup, utiliseront plutôt une chaîne antérieure en projetant les masses basses avant les masses hautes. Voilà pour les analogies, voilà pour les métaphores. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que souvent, une préférence, c'est juste, encore une fois, et je le répète, c'est très important d'intégrer. Vous avez plusieurs choix. Il y en a un qui émerge par rapport aux autres et qui vous permet d'accéder à beaucoup plus de facilité. Donc voilà pour la première question. Peut-on changer de préférence ? Non, une préférence motrice, sauf accident, c'est quelque chose qui restera ad vitam aeternam, votre force, votre maison. Mais de temps en temps, vous allez en sortir et plus vous allez avancer dans la vie et plus vous allez apprendre justement à maîtriser d'autres choses que votre préférence pour pouvoir répondre et être un peu plus adaptable à votre contexte. Alors il y a des gens qui sont plus caméléons que d'autres, qui arrivent plus facilement à accéder à d'autres manières de bouger, et puis d'autres qui au contraire sont beaucoup moins adaptables et qui vont eux avoir tendance à, dès qu'ils le peuvent, retourner vers ce vers quoi ils sont forts. Pour regarder dans le sport un petit peu, vous avez des gens qui ont des forces, qui ont des capacités, des manières de faire très très fortes. C'est-à-dire que quand ils sont dans une condition donnée, un schéma de jeu précis, ils sont les meilleurs. Donc, ils vont essayer d'imposer leur schéma de jeu au maximum. Et puis quand ils sont amenés à changer de schéma de jeu, ce qu'on pourrait appeler un temps faible peut-être, ou un système de fonctionnement un peu différent, mais ils vont avoir beaucoup plus de mal, d'accord ? Et donc du coup, ils vont devoir trouver une autre manière de faire, mais ça va leur demander beaucoup plus d'énergie. Et puis vous avez à l'inverse d'autres personnes qui, eux aussi, seront amenés à être confrontés des fois à des temps forts ou des temps faibles, mais quand ils seront dans ce qu'on appelle un temps faible, ils arriveront quand même à maîtriser cette autre manière de faire, et ils arriveront du coup quelque part à survivre en attendant d'accéder ou de pouvoir retourner dans leur temps fort. Voilà, c'est un petit peu des analogies que je fais en parallèle avec le sport, avec des visions un peu globales, mais c'est pour vous montrer un petit peu toutes ces manières de faire qu'on peut avoir les uns avec les autres. D'accord ? Donc voilà pour la première question sur l'expression de préférence, en ce qui concerne la possibilité d'en changer ou pas. On a une dominante, mais au fil de la vie et au fil du contexte dans lequel vous êtes capable de faire autre chose. Alors, la deuxième question, c'était, y a-t-il une morphologie associée à une préférence ? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plein de préférences, plein de manières de faire. On ne va pas aller trop dans le détail sur cette petite vidéo. Mais grosso modo, il y a des manières de bouger qui se font donc vers l'avant avec une impression de rebond. Quand on les regarde de profil, on voit une impression de rebond. On voit quelque chose, une force qui émerge plutôt vers le haut avec une sensation de légèreté. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à regarder une motricité, ça donne un peu ça. Puis vous avez l'autre extrême du continuum, l'autre pôle. Même si entre les deux, il y a tout un tas de manières de faire différentes, mais en prenant l'autre extrême pour que ça parle à chacun, vous avez des gens qui ont besoin de vraiment produire un peu plus d'ancrage, donc plus de flexion, de passer plus de temps au sol, pour pouvoir justement continuer à bouger. Donc deux manières de faire qui sont totalement opposées. Et donc on pourrait se dire, quelqu'un qui a tendance à mettre ses masses plutôt vers l'avant, à produire du rebond, et donc à avoir une énergie qui va être dispersée plutôt vers le haut, donc avec cette sensation de rebond, si on parle de rebond, on se dit, a priori, il ne faut pas que ce soit trop lourd sur l'appui, il ne faut pas que ce soit trop lourd à la marche, il faut qu'il y ait une énergie qui aille vers le haut. Qu'est-ce qui donne une impression d'énergie qui va vers le haut? Ce sont plutôt des corps qu'on pourrait appeler des corps filaires ou des corps profilés. Moi, je dis souvent des corps qui sont appelés par le ciel. Et puis, vous avez à l'autre extrême des corps qui donnent l'impression d'un volume un peu plus marqué avec un centre de masse plus bas. Et donc, du coup, qui donne une impression de force et d'ancrage au sol. Et si on prend l'autre extrême, on pourrait parler de corps boule ou de corps bulle, sans connotation péjorative aucune, mais c'est pour que ça parle. Donc, comme on a dans les motricités deux manières extrêmes de faire, de l'extrêmement léger qui va vers le haut sur l'observable et de l'extrêmement ancré qui va vers le bas et vers l'arrière sur l'autre observable, on a des formes de corps qui potentiellement devraient mieux se marier avec ça. Et donc, pendant longtemps, on a considéré, on a vu que globalement, quand vous aviez des gens qui sont plutôt très aériens, donc la première forme de corps avec de l'extension vers le haut, fréquemment retrouver des corps filaires. On le voit beaucoup dans les individus qui sont d'origine africaine centrale ou Afrique noire très marquée, où ils ont des corps très filaires, il fait très chaud, et du coup ils ont vraiment cette tendance avec ces longs membres et ces longs segments corporels. Puis vous avez à l'autre extrême, du coup,
des structures beaucoup plus compactes, beaucoup plus marquées. Donc des gens, quand on va vers l'Europe du Nord, où ils ont des bassins beaucoup plus larges, des formes beaucoup plus enrobées, et qui leur permettent, du coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de flexion. Et donc, quand ces deux extrêmes corporels se marient très bien avec ces deux extrêmes de motricité, donc l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière, l'un avec un corps filaire, l'autre avec un corps massif, on peut considérer que la structure, ça, la forme corporelle, a parfaitement rencontré une manière de bouger. Est-ce que l'un a engendré l'autre? À ce stade de la connaissance qu'est le nôtre, on ne peut pas le dire. On peut le supposer, mais on ne peut pas le dire. La structure, elle, est très peu malléable. La motricité, elle, beaucoup plus adaptable. J'en parle dans la vidéo 2 dédiée aux morphopréférences où on explique un petit peu les interactions entre la motricité et les morphologies. Pour revenir à notre sujet, l'idée c'est de se dire quoi concrètement aujourd'hui? Du coup, est-ce qu'il y a une systématisation entre la forme d'un corps et une manière de bouger? Non. On ne peut plus dire ça. On a aujourd'hui, on voit des nuances. C'est bien sûr, quand on est dans un environnement donné, une tendance qu'on observe, mais c'est pas systématique. On trouve tout à fait des gens de type, ce qu'on appelle très aérien, très portés vers l'avant, mais avec des corps qui sont un peu plus cubiques et qui pourraient donner, quand on regarde juste leur corps à l'observable, une impression d'ancrage, parce que leur centre de masse paraît bas, parce que les volumes corporels sont plus développés et surtout les masses musculaires sont plus développées. À l'autre extrême, vous avez du coup des motricités beaucoup plus ancrées, des gens qui, quand vous les voyez bouger, donnent une impression de flexion, mais que quand vous observez leur corps, ils ne sont pas fondamentalement cubiques. Vous avez parfois des gens élancés, mais qui ont besoin de fléchir et de s'ancrer au niveau du sol, à leur degré bien sûr. On est bien d'accord, le degré de flexion et d'extension il est propre à chacun. Ce n'est pas forcément un degré très marqué, mais c'est le maximum de flexion qu'ils peuvent accepter en consommant le moins d'énergie possible. Et du coup, quand vous les voyez bouger, vous avez des corps filaires ou plus élancés, avec quand même une capacité de flexion. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut petit à petit se mettre en tête. L'avantage, quand vous regardez un corps bouger, et j'en parle sur une vidéo où j'évoque les observables, que vous aurez prochainement sur la chaîne, en fait, quand vous voyez quelqu'un bouger, vous voyez la rencontre entre une structure, une forme de corps, avec un système nerveux au sein d'un contexte donné. C'est ça que vous voyez. Et la motricité qui s'exprime, c'est-à-dire la lecture que vous avez du mouvement de la personne que vous observez, elle exprime telle motricité. Ça ne veut pas dire qu'elle est ça. Ça veut dire qu'elle exprime cette motricité-là. Après, il faut être beaucoup plus fin en l'observant dans différentes conditions, différents contextes. Il faut la tester, il faut discuter avec elle. Et surtout, il faut valider sa manière de bouger avec elle pour être bien certain c'est elle qui va vous dire indirectement un petit peu pour être bien certain que ce qu'elle exprime est ce qui lui correspond. D'accord? Parce que quand vous voyez quelqu'un bouger, il y a plein de biais, et notamment la structure en est un majeur, mais il y en a d'autres. La douleur, le degré d'énergie, le contexte, le fait de vouloir être un être imitant, le fait de vouloir ressembler à ce que le groupe dominant de ce contexte attend de vous. Bref, plein de paramètres qui vont influer sur votre manière de bouger. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Donc attention au raccourci, à se dire un corps, une motricité donnée donne un corps comme ça, une autre motricité donnée donne un corps comme ceci. Des fois, ça matche bien, et donc la réponse c'est oui, et des fois absolument pas. On a plein d'exemples comme ça. Un parfait exemple que j'aime souvent prendre quand vous regardez, c'est-à-dire que quand vous regardez bouger, celui-là il fait plutôt consensus sur le plan des motricités, parce que souvent sur les motricités, chacun voit tel ou tel autre bouger d'une certaine manière. Si on prend l'exemple d'un Federer et d'un Stanislas Wawrinka, quand vous regardez les deux, si je vous demande comme ça, vite fait, sans réfléchir dans votre imaginaire collectif, lequel vous paraît le plus aérien des deux? C'est-à-dire lequel vous paraît le plus léger, le plus rebondissant, etc. La plupart des gens vont me dire plutôt Federer, parce qu'ils ont l'image de quelqu'un de virevoltant, d'extrêmement léger sur ses appuis, de très réactif et qui impulse facilement vers le haut. Donc ça, c'est clairement la motricité qui est exprimée. Pourtant, quand on regarde, quand les spécialistes des préférences motrices le regardent de peu plus près, et qu'on regarde un petit peu la manière de bouger qu'a un Wawrinka, il se trouve que sur le plan de la motricité, donc la manière de bouger, Wawrinka est plus aérien que ne l'est Federer. Ça veut dire que sur sa cartographie, si on devait le profiler et se dire voilà, quelle est sa dominante, Wawrinka est sur le papier plus expressif en termes de motricité aérienne que Federer. Mais pourtant, quand vous regardez sa forme de corps, c'est pas pour rien que Wawrinka, on l'appelle le bison, d'accord? Il est beaucoup plus cubique, il est beaucoup plus musculeux, il est beaucoup plus galbé en termes de volume musculaire que ne l'est Federer. Donc vous voyez un petit peu le raccourci qui aurait pu être fait. Et cet exemple-là, on peut le prendre dans différents sports. On a la même chose avec Michael Jordan, qui est extrêmement lancé, extrêmement filaire et qui est plutôt terrien. D'accord? On l'a également dans les sports de combat avec un Cyril Gane qui est très musculeux, très volumineux et qui est très aérien.
Donc encore une fois, attention à la rencontre entre ces grands principes. Des fois ça match et des fois ça ne matche pas. Donc il faut complètement nuancer et de se dire, en partant par un système de priorisation et d'une pyramide en fait, en partant de la structure idéalement, et de se dire, ok, quelle forme de corps j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'elle exprime comme force et comme faiblesse, et donc potentiellement comment, en regardant juste cette forme, je pourrais imaginer qu'elle va bouger. Après, je la regarde bouger, et est-ce qu'elle bouge de la manière selon laquelle ou à laquelle je m'attendais? Et c'est ça qui va me guider et qui va me dire, ok, ça matche bien ou ça matche pas. Et après, se poser la question du contexte. Dans quel contexte cette forme de corps va être amenée à bouger? Et si ce contexte il est sportif, bah, c'est de se dire quel est le geste qui fait la performance dans ce sport. Et est-ce que du coup, bah, ce corps que je vois bouger se marie bien avec une motricité dans les gestes qui font la performance. Voilà. Donc voilà pour cette troisième vidéo, troisième session dédiée au FAQ. N'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé, à commenter bien évidemment. L'objectif, comme je vous le dis à chaque fois, c'est d'interagir et surtout c'est de développer et de démocratiser au maximum toutes ces interactions qu'il peut y avoir. On est au début, ça aussi on le dit souvent, au début d'une histoire qui de mon point de vue me paraît fabuleuse. Alors évidemment je suis peut-être pas objectif, mais je suis pas le seul à le dire et je reste persuadé et convaincu qu'il reste plus de choses à découvrir que de choses qu'on a découvertes. Mais pour cela il faut du coup interagir, il faut chercher, il faut partager et c'est indispensable que tout un chacun puisse justement se poser ce genre de questions. Je reste persuadé que si vous êtes dans l'individualisation, cette manière de faire peut s'additionner à votre pratique. Bref, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à alimenter un petit peu le sujet si vous avez des questions ou autres. Voilà, je vous remercie, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, peut-être sous la forme de vidéos un peu plus axées sur un point précis, peut-être sous la forme d'une autre FAQ en fonction des questions que j'aurai eues. D'ici là, je vous invite à continuer à suivre ardemment sur les réseaux sociaux l'activité de Sport Posture Conseil et de partager au max, encore une fois. Merci à tous, bonne fin de journée, à bientôt.